Nous allons donc maintenant démontrer le théorème 3.1.2. Alors avant d'attaquer la démonstration, je précise que la démonstration n'est pas exigible, c'est-à-dire que nous devons voir ce théorème et sa démonstration en cours, mais on ne peut pas, en question de cours, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, vous demander la démonstration de ce théorème. De toute façon, vous allez voir qu'il est assez long à démontrer et il est très technique avec beaucoup de manipulations de sommes et de produits qui sont assez pénibles, donc accrochez-vous. Nous allons donc maintenant démontrer le théorème 3.1.2. Donc je vous rappelle que l'objectif de ce théorème est de montrer que le déterminant dans la base B est une forme n linéaire alternée et qu'à elle seule, elle forme une base de l'ensemble des formes n linéaires alternées. Et donc il faudra également montrer que lorsque f est une forme n linéaire alternée, elle est égale à un coefficient scalaire fois déterminant dans la base B, et nous déterminerons précisément la valeur de ce coefficient. Donc premier point, nous allons montrer que le déterminant dans la base B est n linéaire alterné. C'est une forme n linéaire alternée. Bon, nous avons déjà vu que c'est une application qui va de e puissance n dans lambda. Donc si elle est n linéaire alternée, ce sera bien une forme puisque son espace d'arrivée est l'ensemble K, l'ensemble des scalaires. Donc nous allons prendre exactement les mêmes notations que dans la vidéo précédente, que dans le cours. Nous allons prendre x1, xn et un vecteur supplémentaire y1, des vecteurs de E. Nous allons noter à nouveau leurs coordonnées comme précédemment. Donc le vecteur xj va s'écrire somme pour i allant de 1 à n des x, i, j, ei. Et le vecteur y1, nous allons l'écrire somme pour i allant de 1 à n des yi, ei. Donc je vais uniquement démontrer que la n-linéarité par rapport à la première variable. Donc c'est le premier point. Montrons que le déterminant dans la base B est linéaire par rapport à la première variable. Donc si nous introduisons également, je le mets ici, un scalaire lambda, nous voulons montrer que le déterminant dans la base B de la famille x1 plus lambda y1 et ensuite suivi de tous les vecteurs x2 jusqu'à xn est égal au déterminant dans la base B de la famille des vecteurs de la famille x1 xn plus lambda fois le déterminant dans la base B de y1 suivi de x2 jusqu'à xn. Donc nous allons par exemple donner des noms aux vecteurs qui sont dans cette famille. Nous allons les appeler Z1, Z2, jusqu'à grand Zn, et si nous écrivons les coordonnées de ces vecteurs-là, le vecteur Z1, alors déjà pour tout J, nous allons donner des noms à ces coordonnées. Pour tout J, Zj va s'écrire somme pour i allant de 1 à n des Zij ei. Si J est égal à 1, Zi1 est égal à xi1 plus yi. Et sinon, Zij, c'est tout simplement xij. D'accord ? Donc, le déterminant dans la base B de la famille Z1, Zn, en utilisant la grosse formule, c'est la somme pour sur toutes les permutations de Sn, de leur signature fois le produit pour i allant de 1 à n des x sigma de ii. Donc ici j'utilise la deuxième variante de cette grosse formule où sigma apparaît dans la première coordonnée et i est fixe dans la deuxième, ce qui va nous permettre ici d'utiliser ce que je viens de dire avant sur la distinction des coordonnées de ces vecteurs Zij. Donc je vais sortir de ce produit le terme pour i égale 1. Donc pour i égale 1, alors j'ai évidemment écrit ce qui... Je me suis cassé la tête à introduire des notations avec z, et j'ai mis x, mais ici c'est bien z.
Donc nous prenons la signature de sigma, fois donc le terme pour i égale 1, qui vaut donc z sigma 1, 1, fois le reste du produit, donc le produit pour i allant de 2 à n, dz sigma de ii. Et donc maintenant que nous avons bien distingué le cas est-ce que le deuxième indice sur z vaut 1 ou pas, nous pouvons remplacer ces z sigma ii par leur valeur. Donc lorsque le deuxième indice est égal à 1, ce coefficient c'est x sigma de 1, 1 plus lambda sigma de 1, plus lambda y sigma de 1. Et ensuite, donc, produit pour i allant de 2 à n, dx sigma de ii. Il n'y a plus qu'à distribuer. C'est la somme pour tous les sigma dans Sn de la signature de sigma fois x sigma de 1, 1 fois le produit pour i allant de 2 à n dx sigma de ii plus lambda fois la somme pour sigma dans Sn de la signature de sigma fois y sigma de 1 fois le produit pour i allant de 2 à n dx sigma de ii. La première somme, nous pouvons rentrer ce x sigma de 1, 1 dans la somme, dans le produit, en faisant commencer ce produit à i égale 1, et nous reconnaissons exactement la définition du déterminant dans la base B de la famille x1, xn. Et là aussi, en faisant rentrer le y sigma de 1 dans le produit, ce qui nous donne un produit qui commence à i égale 1, la deuxième somme, c'est bien lambda fois le déterminant de la famille y1 suivi des x2, xn. Donc voilà pour la n linéarité. Montrons maintenant que déterminant de B est alterné. Je ne vais pas démontrer le cas général, la démonstration de ce théorème est déjà relativement technique. Je vais uniquement montrer que si les deux premiers vecteurs de la famille x1, xn sont égaux, alors leur déterminant est nul. Normalement, il faudrait montrer que pour quel que soit i différent de j, si xi est égal à xj, alors le déterminant de la famille est nul. Donc ici, traitons seulement le cas suivant. Si x1 égale x2, montrons que le déterminant dans la base B de x1, x2 suivi de xn est égal à 0. Je vais revenir à la première version de la grosse formule, donc nous écrivons directement que le déterminant dans la base B de ce qui est finalement x1, mais pour simplifier, notons toujours x2, jusqu'à xn, c'est donc la somme sur toutes les permutations de Sn, de la signature de sigma, fois le produit pour i allant de 1 à n, dx indice i sigma de i. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de couper cette somme en deux, en mettant d'un côté la somme qui porte sur les permutations de signature 1, et celle-là nous savons qu'elle forme l'ensemble AN. Donc là la signature vaut 1. Et ensuite donc la somme sur les permutations de signature moins 1, donc les éléments de Sn privés de AN. Ce qui nous donne un signe moins devant cette seconde somme. Alors nous allons montrer que ces deux sommes sont égales. Pour cela, nous allons utiliser une petite astuce. Donc remarquons que si nous prenons l'application phi, alors d'abord l'idée ici c'est que si l'on échange les vecteurs x1 et x2, nous retombons sur la même famille. Donc nous allons introduire la transposition tau, donc la transposition qui échange 1 et 2. Et nous remarquons que si nous posons l'application phi qui va de Sn privé de AN dans AN, et qui a une permutation sigma associe tau rond sigma, alors phi est bijective.
tout simplement parce que son inverse est l'application de AN dans Sn privé de AN, qui a une signature sigma, associe également taux rond sigma. Donc il est clair que taux étant une transposition, elle est de signature -1, donc si vous composez taux par une permutation de signature 1 ou -1, cela va changer le signe de la permutation obtenue. Donc elle va bien, phi va bien de Sn privé de AN dans AN, et son inverse, sa réciproque, va de AN dans Sn privé de AN. Donc notre deuxième somme, la somme sur sigma appartenant à Sn privé de AN de ce produit-là. Nous pouvons remplacer toutes ces permutations sigma dans Sn privé de AN par des permutations de la forme taux rond sigma, où sigma parcourt cette fois-ci AN. Grâce à la bijection précédente. Alors, si nous fixons sigma, donc une permutation de signature 1, regardons ce que donne ce produit pour i allant de 1 à n de xi taux sigma de i. Il y a le terme d'indice, nous allons prendre k, la valeur pour laquelle sigma de k est égal à 1, fois un deuxième indice L pour lequel sigma de L est égal à 2, fois le produit de tous les autres termes, donc pour i allant de 1 à n, avec i différent de k et i différent de L, dxi taux sigma de i. Donc avec k tel que sigma de k égale 1, et L tel que sigma de L est égal à 2. Donc, nous remarquons que taux de 1, c'est 2. Et taux de 2, c'est 1. Et il nous reste donc, après, donc tous les autres termes du produit. Mais lorsque sigma de i n'est égal ni à 1 ni à 2, ce qui est le cas pour toutes les autres valeurs de i ici, taux de sigma de i est encore égal à sigma de i. Or, comme le vecteur x1 est égal au vecteur x2, la coordonnée numéro k de x2, c'est donc xk2, elle est aussi égale à xk1. Et la coordonnée numéro L du vecteur numéro 1, c'est aussi celle du vecteur numéro 2. Et nous retombons donc exactement sur le produit pour i allant de 1 à n dxi sigma i, et nous avons fait disparaître taux. Donc avec cela, nous voyons que le déterminant dans la base B de x1, x2 jusqu'à xn, lorsque x1 est égal à x2, est égal à 0, puisque nous avons une somme moins l'autre, moins elle-même en fait. Donc voici pour l'aspect, pour montrer que le déterminant de B est alterné. Nous pouvons donc passer au point 1 et au point 3, nous allons démontrer les deux en même temps. Prenons f, une forme linéaire, une forme n linéaire alternée sur E, nous allons essayer de montrer que f est égal à une constante fois le déterminant dans la base B. Donc là encore, la démonstration est assez technique, je vais me contenter de faire cette démonstration dans le cas où n est égal à 3. Et donc la base B sera constituée de 3 vecteurs, E1, E2, E3. Donc nous avons 3 vecteurs x1, x2, x3, mais qui n'ont plus que 3 coordonnées maintenant, puisque nous sommes dans le cas où n est égal à 3. Donc pour tout j de 1 à 3, le vecteur xj, c'est le vecteur de coordonnées x1j, x2j et x3j.
Donc, si nous calculons f de x1, x2, x3, c'est donc f de x11, e1, plus x21, e2, plus x31, e3. Voilà pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée, x12, e1, plus x22, e2, plus x32, e3. Et le troisième vecteur, c'est x13, e1, plus x23, e2, plus x33, e3. F est une forme n linéaire. Nous allons donc développer entièrement cette expression. Donc d'abord, nous allons développer cette expression par rapport à la première variable. Nous obtenons x11 f de e1, virgule, alors je réécris x2, x3 pour aller un petit peu plus vite, plus x21 f de e2, x2, x3, plus x31 f de e3, x2, x3. Intéressons-nous au premier terme. Donc, je vais détailler le calcul de ce terme-là. Les autres termes se développeront de la même manière et j'irai un petit peu plus vite. Donc f de e1, x2, x3, c'est donc f de e1, x de 1, x12, e1, plus x de 2, e2, plus x32, e3, et x3. Je développe ce terme par rapport à la deuxième variable. J'obtiens donc x12, f de e1, e1, x3, plus x22, f de e1, e2, x3, plus x32, f de e1, e3, x3. Mais comme notre forme f est alternée, et qu'ici nous avons deux fois le même vecteur, ce terme est nul. Il ne nous reste plus que les deux termes suivants. Là encore, nous allons les développer. Il nous reste x12, f de e... alors non, justement, ce terme est nul, donc x22, f de e1, e2, x13, e1, plus x23, e2, plus x33, e3. Et ce terme-là, nous voyons que quand nous allons le développer par rapport à la troisième variable, la partie en E1 va s'annuler avec le fait que nous avons déjà E1 ici. La partie en E2 va s'annuler avec le fait que nous avons déjà E2 ici. Donc peut-être qu'il serait plus clair que je développe la chose comme ça. Ici, or, là encore, je développe un terme, x22, f de e1, e2, x3, c'est tout cela. Et si nous développons tout ça par linéarité, nous obtenons x22 fois x13 fois f de e1, e2, e1, et dedans nous avons 2 fois e1, donc ce terme est nul, plus x22 fois x23 fois f de e1, e2, e2. Et donc là, nous avons 2 fois e2 et ce terme est nul. Le seul terme qui n'est pas nul, ce sera le terme x22, x33, f de e1, e2, e3. Et c'est cela que nous allons faire dans tous les autres termes. Donc de même, f de e1, e3, x3, il nous restera la partie en x23, f de e1, e3, et nous ne gardons que la partie en e2, puisque les vecteurs e1 et e3 apparaissent déjà dans les deux premières positions, et donc si en troisième position réapparaît soit e1 soit e3, le terme est nul, donc nous ne gardons que le moment où apparaît e2. Donc finalement f de e1, x2, x3, il va nous rester
3 termes, il nous reste 2 termes, pardon. Il va nous rester x de 2, f de E1, E2, E3, x de 2 fois x3, 3, f de E1, E2, E3, plus x de 2 fois x de 3, fois f de E1, E3, E2. C'est x32, pardon. x32 fois x de 3, f de E1, E3, E2. Mais la forme est alternée, donc si nous échangeons ici les deux dernières variables, alors f change de signe. Donc ceci, c'est aussi x de 2 fois x3, 3, f de E1, E2, E3, moins x32, x2, 3, fois f de, à nouveau, E1, E2, E3. Alors, si nous revenons sur les calculs précédents, j'ai développé f de E1, x2, x3, il nous reste aussi à développer f de E2, x2, x3 et f de E3, x2, x3. Je vous fais grâce du détail de ce calcul, mais nous trouvons que f de x1, x2, x3 est égal à un facteur de tout ça, nous pouvons mettre f de E1, E2, E3, fois donc toute une collection de termes. Le premier terme, nous l'avons calculé, c'est x11 facteur de x22, x33 moins x32, x23, et nous avons ensuite plus x21 facteur de moins x12, x33, plus x32, x13, et pour finir, plus x31 facteur de x12, x23, moins x22, x13. Nous remarquons, là aussi je ne le détaille pas, mais tout ce qui est entre crochets, c'est exactement le déterminant dans la base B, des vecteurs, de la famille de vecteurs x1, x2, x3. Si vous développez, vous reconnaîtrez la formule de Sarrus. Et puis, ce terme, ici nous avons les trois vecteurs de la base B, donc f de E1, E2, E3, nous le notons f de B fois déterminant dans la base B. Donc, l'application f est égale à un scalaire qui est f de B, qui est bien un élément de K, fois l'application déterminant de B. Donc l'ensemble des applications linéaires alternées, c'est vecte de déterminant de B. Cela dit, il faut tout de même montrer que cet ensemble ne contient pas que l'application nulle, et donc nous allons montrer que déterminant de B, déterminant dans la base B, n'est pas nul. Pour cela, si l'on calcule le déterminant de B dans la base B, nous obtenons donc la somme sur toutes les permutations sigma de la signature de sigma fois le produit pour i allant de 1 à n des xi sigma i, où nous avons décomposé ici le vecteur ej comme étant égal à la somme pour i allant de 1 à n des xij ei. Donc ça c'est bien la définition. Mais évidemment, ej il est égal à 1 fois ej plus 0 fois les autres vecteurs de la base. Donc pour tout i et j, xij vaut 0 si i est différent de j et 1 si i est égal à j. Et donc nous pouvons utiliser le symbole de Kronecker. Ensuite, nous remarquons que si nous prenons une permutation sigma
Et si sigma est différent de l'identité, de l'application identité, alors il existe un i différent de j, tel que sigma de... Pardon, il existe un i entre 1 et n, tel que sigma de i est différent de i. Être l'identité, c'est dire que pour tout i, sigma de i est égal à i, donc par négation, si l'application sigma n'est pas l'identité, sigma de i est différent de i. Donc pour cette application, enfin pour une telle application sigma, le produit pour i allant de 1 à n des xi sigma i, alors ici pour que ce soit plus simple, appelons peut-être cet indice i0. Dans ce produit, nous avons le terme x indice i0 sigma de i0, fois donc le reste du produit, produit pour i allant de 1 à n avec i différent de i0, des xi sigma i, mais comme sigma ne vaut pas l'identité, i0 est différent de sigma de i0, et donc ce coefficient est nul. Donc tout ce produit vaut 0. Donc dans la grosse formule pour le déterminant de B dans la base B, il n'y a qu'un terme qui n'est pas nul, c'est le terme lorsque la permutation sigma est égale à l'identité. Évidemment, la signature de l'identité vaut 1, et l'identité de i vaut i. Donc ceci, c'est le produit pour tous les i allant de 1 à n des xii. Mais xi valant 1, tout ce produit est égal à 1. En tout cas, il n'est pas nul, donc l'application déterminant de B, déterminant dans la base B, pardon, n'est pas l'application nulle, et donc l'ensemble des formes n linéaires alternées, qui est égal à vect de déterminant de B, est de rang 1. Et de dimension 1, pardon. C'est donc une droite vectorielle. Voilà pour la démonstration de ce théorème.